Bonsoir, nous parlons de lutte ce soir. Ce sport ou cette industrie du spectacle, on ne sait pas très bien, connaît depuis toujours chez nous des hauts et des bas. Ceux qui ont l'âge de se souvenir des débuts de la télévision ne peuvent oublier ces mercredis soirs, je pense en tout cas que c'était le mercredi, où Michel Normandin décrivait pour un public de téléspectateurs fascinés, enthousiastes et puis aussi partiaux les combats dans lesquels nous, Yvon Robert et Larry Moquin, terrassaient quelques horribles bonshommes à cagoule venus de loin. Sport ou spectacle, cela importait peu. Nous croyons en ces combats où le bien triomphait toujours du mal. Depuis, nous avons perdu nos illusions, mais les lutteurs continuent de s'affronter devant un public d'irréductibles, moins nombreux qu'avant, mais parfaitement convaincus. Mon invité ce soir est un des grands de la lutte. Un vrai gladiateur, comme aurait dit Michel Normandin. Et puis, heureusement pour moi, il appartient à la catégorie des bons. Enfin, il est dans la ligne des Robert, Moquin, Lortie, Rougeau et compagnie. Donc, je peux, en principe, lui poser toutes les questions que je veux. Il ne se fâchera pas, enfin, je l'espère. Grand, il est par sa renommée et par son physique. Il fait 7 pieds 4 pouces. Je vous le présente à l'instant. Mon invité est un garçon bien sympathique, un lutteur que vous connaissez bien, et ceux qui aiment la lutte, d'ailleurs, je pense, l'apprécient beaucoup. Il s'agit de Jean Ferré, qu'on appelle ici le géant Ferré, et aux États-Unis, Andre the Giant. Ouais. Bonsoir, M. Ferré. Le plaisir. On ne vous voit plus très souvent à Montréal. Ben, j'en reviens quand même de temps en temps. Ouais. Ça fait vraiment plaisir de revenir. Montréal, ça a été un petit peu la porte d'entrée du continent nord-américain pour vous, je crois. Hein? C'est ça. Je suis arrivé en juin 1971. Ouais. Puis je suis resté ici pendant 2 ans. Puis après ça, j'ai commencé à rentrer aux États-Unis. Ouais. Puis même après ça, je continue à voyager. Puis je voyage toujours à travers le monde. Puis vous revenez à Montréal, entre autres choses, j'imagine, parce que vous venez retrouver un peu un public que vous aimez bien. Et puis aussi parce que vous avez des intérêts. Vous êtes toujours un peu restaurateur ici, je crois. Hein? Toujours, oui. Hein? Je suis toujours départ dans le restaurant Le Pichet. C'est pas un commercial, mais... Ah, ouais. Non, maintenant, c'est passé, de toute façon. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez de la catégorie des bons, parce qu'il y a des vilains à la lutte. Est-ce que vous vous décrivez comme étant un bon à la lutte? Votre image en est une image sympathique ou c'est une image plutôt d'homme dur? Ça, je crois qu'il faut que vous le demandiez au public, parce que moi, quand je rentre dans l'arène, quand je monte dans le ring, moi, je lutte de la manière que je sais lutter. Si les gens m'aiment, ils m'aiment. Si les gens m'aiment pas, ils m'aiment pas. Moi, je lutte de la manière que je sais lutter. Moi, je vous ai jamais vu lutter. Plusieurs vous ont vu qui vous regardent ce soir à la télévision. Mais je voudrais vous demander si vous considérez de temps à autre que vous donnez des coups sournois, par exemple. Non? Il y a des fois, on est obligé, parce que... Ah oui? Ah oui, sur ça, si vous le faites pas, l'autre, il va prendre l'avantage sur vous. Et puis... Il faut être sournois un petit peu. Faut donner il y a des fois, coups, oui, parce que je me suis retrouvé à l'hôpital pendant... pas longtemps, il y a 2 ans, je me suis retrouvé à l'hôpital avec une cheville cassée. Ouais. J'étais à l'hôpital pendant 4 mois. Mais c'était pas un accident, ça, M. Ferré, non? Pas du tout, non. Non? C'était... Je sais que c'est un gars qui vous est tombé dessus, un lutteur de 250 livres. Ça a été de ma faute. Ça a été de ma faute parce que j'étais trop sûr de moi. Et qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là? Ben, j'ai fini mon combat pareil avec une jambe cassée. Mais je me suis retrouvé pendant 4 mois à l'hôpital. Mais là, vous êtes en train de, et je vous en supplie, ne vous fâchez pas si je vous dis ça, vous êtes en train... Ne me fâche pas. Vous êtes en train de nous parler de la lutte très sérieusement, comme si finalement il fallait prendre ça très au sérieux comme sport, alors qu'en réalité, c'est un spectacle et souvent un beau spectacle. Pas toujours. Si c'est un spectacle, je vous invite à monter sur le ring. Non, ça, si vous voulez, je vais m'en passer. Bon, alors justement, comme on dit, la lutte professionnelle, c'est un sport où c'est que... Comme tous les sports professionnels, le football, le basketball, le hockey, le baseball, on est payé pour faire du sport professionnel. Mais malgré tout, il faut regarder ça d'une autre manière. Il faut que vous soyez en condition pour le faire. Sans doute. Mais je vais vous dire une chose, telle que pour les 4 derniers jours là, que je viens de vivre, tel que jeudi soir, j'étais à Jackson, Mississippi, vendredi, j'étais à Houston. Samedi après-midi, j'étais à Texarkana, Texas. Samedi soir, à Little Rock. Dimanche après-midi à Lafayette. Hier soir, à Lake Charles.
ce soir, je suis à Montréal. Tous les soirs, comme ça, vous êtes ailleurs. Même souvent, vous faites Bien deux souvent, c'est 9 fois par villes semaine. dans une journée. Bien souvent, c'est 9 fois par semaine. Et croyez-moi, je vis dans les avions, je vis dans les hôtels. Pas souvent dans les hôtels, mais la plupart du temps, c'est dans les avions. Et pour ça, vous dites qu'il faut être en forme. D'autant plus qu'il faut que vous vous battiez le soir même. Oui. Justement, il faut être en condition. Mais avez-vous le temps de vous entraîner si vous êtes toujours dans les avions? Je suis ouais, oui. Parce que je ne vais pas dans les gymnases, mais tel que tous les soirs, quand on rentre dans les vestiaires, on se retrouve tous ensemble, puis on fait de l'exercice. La culture physique et tout. Tous ensemble, tous les lutteurs ensemble. On s'entraîne ensemble. Puis là, ensuite, vous allez monter sur le ring 10 minutes plus tard, puis vous allez vous regarder comme si vous vouliez vous tuer. Non, on n'est pas dans les mêmes, on n'est pas dans les mêmes vestiaires. Ceux qui doivent s'affronter. Oui, on n'est pas dans les mêmes vestiaires, mais les gars qui sont dans les mêmes vestiaires, on s'entraîne ensemble pendant 40-45 minutes à peu près. Mais, écoutez, c'est quand même pas d'hier. Je rêve pas qu'on dit que les lutteurs sont aussi de très grands comédiens et qu'il faut être un très bon comédien pour pouvoir passer à travers ce métier et le faire avec compétence, comme c'est votre cas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure... M'invitez pas encore une fois à monter dans le ring, j'irai pas. Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un sport professionnel. Ouais. Justement, vous prenez la lutte là maintenant, je vais vous donner un autre exemple si vous voulez. Vous prenez comme le hockey. Oui. OK, le hockey, c'est un sport professionnel aussi, de la manière qu'ils le font maintenant. Absolument. OK, bon, quand les Canadiens jouent au hockey contre les Russes, ils prennent tous les meilleurs joueurs canadiens ensemble. Ouais. Oui. Et la lutte, c'est la même chose, vous dites. Là, ils font des bons matchs de hockey et tout. Ils ont des bonnes games de hockey. Mais une fois que le tournoi est fini, tous les joueurs canadiens se retournent dans les différentes équipes. Ouais. Puis ils jouent l'un contre l'autre, puis ils se battent l'un contre l'autre exactement pareil. Il y a une certaine logique, j'imagine, dans ce que vous dites, sauf que Bon, voilà. Mais le sang qui coule et ainsi de suite, les photos ça et arrive, tout. Vous n'avez pas des petits... Je peux vous le prouver. Mais ce ne sont pas des accidents, ça, M. Ferré? Pas des accidents du tout. C'est des gars qui veulent prouver, qui veulent arriver sur le top, ils veulent être le number one. Ils veulent être le numéro un, parce que tel qu'en ce moment, je suis le numéro un, et puis tout le monde veut être le numéro un. Le premier gars qui va me détruire, le premier gars qui va mettre les épaules au plancher, il va être le numéro un. Est-ce que c'est vrai que vous n'avez jamais perdu un combat? C'est vrai, je n'ai jamais perdu un combat. Vous n'avez jamais perdu un combat? Même avec une cheville cassée, j'ai pas perdu mon combat non plus. J'ai fini mon combat pareil. Il n'y a jamais personne qui a réussi à vous coller les épaules au sol et à faire compter par l'arbitre 3. C'est 3 à la lutte. Hein? Oui. Jamais c'est arrivé. C'est jamais arrivé. Par contre, j'ai perdu le combat, je me suis fait disqualifier. Des fois, j'ai perdu la tête. Oui. Ça arrive, comme n'importe quel lutteur. L'aimez-vous, ce métier? Pardon? L'aimez-vous, ce métier? Au mois de novembre, ça va faire 20 ans que je suis dans la lutte. Si j'aime pas ce métier-là, je crois que... Qu'est-ce qui vous a apporté, ce métier? Au-delà, évidemment, bon, sans doute d'un certain confort matériel, mais qu'est-ce que ça vous apporte en plus? Quand j'étais enfant, moi, mon rêve, c'était de voyager dans le monde entier. Et j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à jouer au soccer, comme on appelle ça ici, au rugby. Mais j'ai réalisé que si je restais dans ce sport-là, je ne pourrais pas voyager parce qu'il faut que je fasse partie de l'équipe. Puis j'aurais pas pu voyager de la manière que j'aurais voulu voyager. Ça fait qu'un jour, je me suis retrouvé dans les vestiaires. Pas dans les vestiaires, mais dans un gymnase où c'est qu'il y avait des... Enfin, moi, à ce moment-là, je jouais au rugby, puis il y avait des lutteurs qui venaient aussi s'entraîner. Puis justement, j'ai demandé aux lutteurs, à ce moment-là, s'ils pouvaient me faire voir certaines prises de lutte, parce que dans le rugby, c'est vraiment dur des fois. C'est un dur. Le rugby, c'est pas le football, c'est pas le soccer non plus. C'est un sport qu'on pratique en France, dans le sud de la France surtout, et puis en Angleterre, dans le Pays de Galles et ailleurs. C'est un sport de contact. Hein. Oui. Ça fait que je leur ai demandé de me faire voir quelques prises, Ils m'ont fait voir quelques prises, puis à chaque fois je retournais avec ces gars-là. Vraiment, j'aimais ça m'entraîner avec eux. Parce que c'était dur. Ils m'ont fait voir à ce moment-là, j'étais jeune. Parce qu'on va en parler un petit peu de votre jeunesse. Si vous me permettez de me laisser finir. Oui. Ça fait que c'est comme ça que je suis arrivé. Je suis arrivé à la lutte parce que je m'entraînais avec ces gars-là, puis je leur ai demandé de me faire avoir des prises de lutte. Puis un jour, il y a un des lutteurs qui a été blessé. Puis ils m'ont demandé, vu que je m'entraînais avec eux, ils m'ont demandé de prendre sa place. Ouais. Puis c'est comme ça.
Ça a été votre première Ça victoire. ça fait 20 ans de ça. Puis, Ça a été votre première victoire. ouais. Puisque vous n'avez jamais perdu, dites-vous. Quand vous étiez garçon, j'allais dire quand vous étiez petit garçon, vous n'étiez pas si petit garçon que ça, au fait, parce qu'il paraît qu'à 12 ans, vous pesiez déjà 200 livres et puis vous faisiez 6 pieds. Oh, à 12 ans, je faisais 6 pieds et 5. 6 pieds et 5. Il paraît qu'en tout cas, vous étiez avec votre père. Votre père est cultivateur. Oui. Puis vous étiez en train de faire les labos, vous travaillez dans des champs, vous avez vu passer une belle grosse voiture sur la route et vous avez dit à votre père, un jour, je voudrais en avoir une. C'est ce qu'écrivent les gens qui écrivent sur vous. Ouais, c'est la vérité. Et à 14 ans, vous avez quitté la maison, puis vous êtes monté sur Paris. Puis là, à ce moment-là, vous ne pensiez peut-être pas encore faire de la lutte. Vous vouliez Non, pas voyager, du tout, mais vous ne pensiez pas encore à la lutte. Non, pas du tout. Et c'est vrai que votre premier métier, ça a été de déménager des pianos? Non, en premier, je faisais du déménagement quand je suis arrivé à Paris, mais pas des pianos. Non. Je faisais du déménagement industriel. C'est-à-dire, vous déplacez des usines. C'est vrai, on déménageait les usines, toutes sortes d'usines. On déménageait les machines et puis tout. C'est plus lourd que le piano. On a déménagé la maison Saviem. C'est les camions Saviem. les camions, toutes oui. les grosses pièces de camions. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis après ça, ben, je suis devenu déménageur immobilier. Ouais, c'était pas à mon goût. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà commencé à m'entraîner pour la lutte après ça. Mais quand vous vous attaquiez là, au transport de ces pièces de machinerie, qui pesaient quoi? Qu'est-ce que ça faisait comme poids, Oh, ça? c'était lourd. Ça pouvait faire quoi, par exemple? Il y avait certaines pièces qui pesaient entre 800 et 900 livres à peu près. 900 livres. Là, vous étiez une équipe de gars comme vous ou vous étiez seul? Oh non, à deux. On était à deux. L'autre, il était aussi grand ou aussi fort que vous? Non. Non, mais on s'arrangeait pas mal. Mais par contre, après ça, quand je suis revenu, quand j'ai commencé à faire le déménagement des pianos, des coffres-forts, là, on était une équipe, on était 4 gars. Comme pour le coffre-fort, je comprends, parce que tout seul, vous pouvez le lever, partir avec, mais à 4, il y a des chances qu'il y en ait un ou deux mouchards dans le groupe si vous disparaissez avec. De toute façon, il faut être une bonne équipe pour faire le déménagement industriel. Ouais. Même le déménagement de piano et puis des coffres-forts, parce que le gars qui faisait, le plus petit gars de l'équipe, à ce moment-là, il faisait 6 pieds et 7. Oula. Et on prétendait, nous autres, à cette époque-là, que les Français étaient des hommes petits, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Bon, si vous allez par là, je suis pas un vrai Français. Mon nom est Roussimov. Ouais. Vous êtes russe d'origine, probablement. Non, mon père est bulgare, ma mère est polonaise. Ouais. On vous présente d'ailleurs très souvent, je voyais ça en regardant le programme de lutte du Vélodrome, comme étant des Alpes françaises. C'est une blague, ça. Vous n'êtes pas des Alpes françaises du tout. Je suis né dans les Alpes. Ah bon? Mais quand j'avais 5 ans, mes parents ont déménagé à côté de Paris. Ouais. Ça s'appelle La Ferté-sous-Jouarre. Une autre petite ville à côté de La Ferté-sous-Jouarre, Issy-sur-Marne. Et c'est là qu'après ça, on a vécu notre vie. Il y a une tradition d'homme fort dans votre famille, parce que si votre père, qu'est-ce qu'il faisait comme taille? Oh, mon père, il fait 6 pieds. Hein. 6 pieds, hein. Mais c'est votre grand-père qui était grand. Mon grand-père, du côté de mon père, il est 7 pieds et 8. Dites donc. Et puis dans votre famille, est-ce qu'il y en a d'autres? Vous avez des frères et des sœurs? Est-ce qu'ils sont... 2 frères et 2 sœurs. Qui sont grands comme vous? Ou à peu près? Non. Non? Je ne veux pas dire que je suis le plus petit de la famille, mais On ne vous croirait pas. Alors, donc, vous êtes à Paris, vous commencez à faire de la lutte, et puis, je pense qu'un jour, vous avez rencontré un compatriote à nous qui s'appelle Frank Valois. c'est ça. Et puis, c'est Frank Valois, je pense, qui vous a convaincu de venir, de traverser l'Atlantique et de venir lutter ici. Je m'excuse. Ben, j'ai commencé à rencontrer Frank Valois, puis même des fois, on a lutté l'un contre l'autre, parce qu'il fallait qu'on remplisse les contrats. Puis arrivé à un moment donné, il m'a dit, Frank m'a dit, il faudrait que tu te rendes en Amérique du Nord. Mais tu vas faire une meilleure carrière en Amérique du Nord. Mais à ce moment-là, moi j'étais... Étiez-vous une vedette à Paris à ce moment-là? Oui, j'ai déjà joué au cinéma. Non, mais dans une vedette de la lutte, je veux dire. Oui, déjà, oui, vous l'étiez en J'étais forme. déjà bien rendu. Ouais. Mais comme j'avais dit à Franck, j'ai dit, avant vraiment d'aller en Amérique du Nord, j'aimerais être vraiment sûr de moi. Puis le jour où je vais y aller, je voudrais arriver et puis vraiment faire quelque chose de bien. Pour ça, j'ai attendu 2 ans après ça. Après, j'ai rencontré Franck, puis c'est là qu'on est venus après ensemble. Et c'est lui qui vous a donc amené ici. Oui. Est-ce qu'il y a une différence dans le comportement des publics selon que le public est un public européen ou nord-américain? Est-ce que les... Oh non. Non? Parce que j'avais voyagé dans le monde, malgré tout, avant de venir ici. Ouais.
J'avais été au Japon, en Australie, Nouvelle-Zélande, en Afrique, tout partout, Middle East. Mais malgré tout, ici, le public est vraiment meilleur. Non, ça, vous dites ça pour faire Non, plaisir au public, non, pour non, qu'ils aillent non. vous voir nombreux, qu'ils vous Non, applaudissent très fort. Non, pas du tout. Non? Pourquoi vous dites ça, qui est meilleur ici? Le public vous supporte vraiment mieux que dans les autres pays. Ici, c'est où, ça? L'Amérique du Nord. En Amérique du Nord, oui? Ouais. Je parle d'Amérique du Nord, le Canada et puis les États-Unis. Mais qu'est-ce que vous pensez des gens qui... Parce que dans ce public-là, il y a des gens qui vont là-bas pour vous voir vraiment vous faire mal, qui croient beaucoup à ce que vous faites. Quand vous saignez, qui vont applaudir s'il s'agit finalement d'un lutteur qu'ils trouvent antipathique. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là? Ils ont une psychologie un peu particulière. Ils ne sont pas un peu sadiques? Pas du tout. C'est exactement comme les gens qui vont voir une game de football, une game de baseball, Ouais. basketball ou une game de hockey. Ben, moi-même, quand je vais voir une game de football, une game de basketball, j'aime vraiment ça. Puis je me mets à la place des gens qui viennent à la lutte, qui aiment ça. Puis ça me fait vraiment plaisir de monter sur le ring. Il faut avoir ces gens-là que malgré tout, il y a beaucoup de gens qui essayent de me descendre, mais même ces gens-là, ils veulent pas que ces gens-là me descendent. Mais Vous sentez qu'ils vous protègent, ces gens dans le public? Ce public-là vous protège, c'est ça? oui, puis ça me fait vraiment plaisir d'avoir tous ces gens-là derrière moi. Puis je voudrais pas décevoir tous ces gens-là non plus. Est-ce que c'est vrai qu'un jour, en Arabie Saoudite, le public a été tellement vexé de voir que vous aviez défait un ou deux lutteurs qui étaient des vedettes locales on a dû vous raccompagner à l'aéroport sous escorte policière? C'est vrai, c'est passé à Bagdad. Racontez-nous ça un peu. Ah, c'est à Bagdad, c'est pas en Arabie Saoudite. Ouais, c'était à Bagdad, sur le stade de soccer. Il y avait 120 000 personnes ce jour-là. Ils ont mis 55 000 personnes assises, puis ils ont mis 65 000 personnes debout sur le stade. Le ring était dans le milieu de la... L'hôtel est à peu près à 2 kilomètres du stade. Pour rentrer à l'hôtel, j'étais assis dans une Mercedes avec une voiture de police en avant de moi, une voiture de police en arrière de moi. Puis des policiers assis sur les voitures de police, puis ils tiraient avec la mitraillette des balles à blanc au-dessus de la tête des gens. Parce que vous aviez battu un Irakien Ouais. un champion irakien. Avez-vous eu peur déjà dans votre vie? C'était ma dernière fois que je suis allé en Irak. D'autant plus que là, il y a la guerre maintenant. Ouais. Avez-vous déjà eu peur dans votre vie? Oui, Quand? ce jour-là. Non, non, sans blague, mais autrement. Avez-vous eu peur? Quand vous étiez jeune, autrement, est-ce que vous avez déjà eu peur? J'ai eu peur il n'y a pas longtemps non plus. Justement, je rentrais du Japon, puis on volait au-dessus de l'étal Luta. Puis d'un seul coup, il y a un des moteurs qui a lâché. L'avion, il est Ah oui, mais 41 000 pieds, il est descendu à 30 000 pieds. c'est pas ça que je veux dire, M. Ferré. Est-ce que Peur sur le ring, vous voulez dire? ou dans la vie, ou autrement. De simple fait, d'ailleurs, que ma question vous étonne un peu, c'est que probablement vous n'avez jamais eu peur. Vous savez bien qu'il y a des gens, des fois, qui vont avoir peur, ils vont rencontrer quelqu'un dont ils peuvent croire qu'il est plus fort qu'eux et puis qui peuvent vouloir leur faire un mauvais parti. À ce moment-là, ils vont se sentir mal. Vous n'avez jamais eu peur, vous? Ouais, j'ai eu une grande surprise, je veux dire une chose. Quand je suis venu, la première fois que je suis venu ici au Canada, c'est quand j'ai rencontré Don Leo Jonathan. Hein, qui était aussi un lutteur. Ouais. Là, vraiment, je savais vraiment pas ce qui allait se passer. Là. Ça, c'est vrai que Donnie Jonathan est un homme qui vous a beaucoup impressionné. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier, Donnie C'était Jonathan? un homme très fort. Quelle taille il faisait? 6 pieds 8, 320 livres. Mais c'était vraiment un homme vraiment très, très fort. Puis je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait, parce que, enfin, on s'est battus ensemble ici au Forum. Je lui ai fait voir, malgré tout, ce que j'étais capable de faire. Puis il a vraiment approuvé. Mais après ça, il y a 5 ans de ça, il a voulu avoir une revanche à Salem, Oregon. Puis je lui ai dit, Don, écoute, je ne veux pas avoir de match revanche. Surtout qu'à ce moment-là, il était plus bien jeune non plus. Mais à toute fin, il voulait avoir un match revanche. Qu'est-ce que vous y avez fait?
Alors, on est monté sur le ring, puis le match a commencé. Puis, dès que le match a commencé, il me dit, kid, I want to know what you got in the guts. Quel âge il avait, là? À ce moment-là, il devait avoir 49 ans, je crois. Mais il voulait encore vraiment me battre. Il voulait savoir qu'est-ce que j'avais. Il voulait savoir qu'est-ce que j'étais capable de faire. Il vous fait mal? Ben oui, mais si je l'arrête pas, c'est lui qui m'envoie à l'hôpital. C'est moi qui l'envoie à l'hôpital. Ça me faisait vraiment de la peine de le faire. Et je vais vous dire une chose, puis c'est vrai. Je crois que vous allez à l'hôpital, je crois que de temps en temps, il peut vous arriver des choses très désagréables. Non, je vais vous dire une chose. De haut. Je ne peux pas croire que des gens que vous appréciez, vous faites de la lutte, vous faites des exercices ensemble tous les soirs avant vos combats. Je peux quand même pas croire, M. Ferré, que vous vous battez pour vraiment vous envoyer à l'hôpital. OK, ben, faites venir Don Leo Jonathan ici, il va vous le dire. Ce soir-là, je l'ai envoyé à l'hôpital, il est resté à l'hôpital pendant 7 mois. Il vaut mieux être de votre côté, hein? Il est resté à l'hôpital pendant 7 mois, puis après ça, il a marché avec des béquilles pendant 5 mois. Là, maintenant, il commence à remarcher. On l'a fait venir l'année passée pour faire un arbitre spécial. Est-ce que vous regrettez ce que vous lui avez fait, alors? Ben, je ne regrette pas, c'est lui qui me l'a demandé. Pas certainement pas de vous envoyer à l'hôpital. Il vous a demandé de lui... Ben, il voulait savoir qu'est-ce que j'avais dans le ventre. Je pouvais rien faire d'autre. Si c'était pas moi qui l'ai envoyé à l'hôpital, c'est lui qui m'a envoyé à l'hôpital. Oui, mais enfin, vous êtes tellement fort, vous êtes tellement puissant que vous pouvez finalement envoyer à l'hôpital n'importe qui. Ben oui. Mais lui, il aurait pu m'envoyer à l'hôpital pareil, si j'avais été trop bon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'importe qui voudrait être tout le monde voudrait être le numéro 1. Parce qu'en ce moment, je suis le numéro 1 et tout le monde voudrait prendre ma place. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, dans la vie, en dehors du ring, qui vous voient, puis à qui passe cette idée folle, sans doute, dans la tête, de dire venez, on va être dans le parking, on va s'essayer tous les deux? Oh oui. Ça arrive quelquefois. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Je m'en vais. Oui. Comme on parlait tout à l'heure, on fait un sport professionnel, mais croyez-moi, c'est pas toujours facile. Est-ce que c'est toujours facile que d'être Jean Ferré ou André Rassimov ou André the Giant, c'est-à-dire faire 7 pieds 4, peser près de 500 livres? Est-ce que c'est toujours facile? Non, pas toujours, parce que j'aimerais faire plaisir à tout le monde, mais il y a des fois, les gens ils comprennent pas que même des fois, quand je marche dans l'aéroport ou que je marche dans un hôtel ou je vais manger au restaurant, que j'ai envie de vivre comme tout le monde. Et quand ils comprennent pas, ils font quoi? Ben, tout le monde vient et essaye de... Je comprends qu'ils veulent avoir des autographes ou qu'ils veulent me poser des questions ou quoi que ce soit, mais même des fois, je marche dans l'aéroport, il faut que je change d'avion, j'ai besoin de... Des fois, il faut que je cours pour prendre mon deuxième avion ou quoi que ce soit. Je veux pas être fâché contre les gens, mais il y a des fois, ça va bien trop loin. Vous ne faites pas peur, alors, au fond? Vous faites non, pas peur? Je ne fais pas peur. Des fois, même, je prête pas attention, je continue de marcher, parce que si je m'arrêtais à chaque fois, je me rendrais jamais où c'est que je dois me rendre. Est-ce que des fois, vous vous êtes dit dans votre vie que vous aimeriez, de temps à autre, par exemple, avoir la taille d'un homme ordinaire, en fait? Est-ce que ça vous arrive quelquefois? Ou est-ce que vous trouvez que vous êtes très heureux d'être grand comme ça, compte tenu de ce que ça vous apporte, la force, les honneurs et ainsi de suite? Moi, en ce moment, je me trouve très bien dans ma peau, croyez-moi. Très, très bien. Ça fait plaisir de faire plaisir à certaines gens, des fois, de signer autographe, tout ça, de parler avec des gens, mais... Je peux n'importe où comme tous les gens voudraient aller, ou c'est qu'il n'y aurait personne qui va les déranger. Mais ça, c'est pas tout partout que je vais, les gens me reconnaissent. Ils savent qui je suis. Parce que... Pas lourd à porter, comme dit l'autre, de temps à autre, non? Enfin, même tout le temps. Ouais, il y a des fois, quand j'en ai assez, je me rends chez moi en Caroline du Nord. J'ai acheté une maison en Caroline du Nord. Je reste là. Là, je me relaxe. Il n'y a personne qui vient me voir. Mais malgré tout, ça fait plaisir de voir les gens. Ça fait vraiment plaisir. Vous faites beaucoup de public relations, finalement, pour votre métier, hein, parce que
Il y a des moments où les gens doivent tomber un petit peu sur les nerfs, je crois. À chaque fois que je sors de Vous faire regarder, observer comme ça tout le temps, c'est pas... ça doit être un petit peu difficile. À chaque fois que je sors de ma chambre d'hôtel, c'est le public relation à chaque fois. N'importe où c'est que je vais. Quand vous êtes seul en Caroline du Nord, sur votre ranch ou votre ferme, peu importe, qu'est-ce que vous faites exactement? Rien. Rien du tout? Je m'allonge au soleil, puis je fais rien du tout. C'est vrai? C'est vrai. Puis ça fait vraiment plaisir d'y aller. Vous élevez des chevaux quand même là-bas, je crois, non? Oui, j'ai des chevaux. J'ai 2 chevaux seulement. Ah bon? Mais je les use pas. Non. Chaque fois qu'ils voient sortir de la maison, ils se sauvent. Ils ont peur de vous? Oh, on m'a raconté qu'un jour, il y avait des chiens dressés pour l'attaque. Un Doberman et un... C'est vrai ou c'est faux? C'est qui vous a dit ça? Ah, un Doberman et un berger allemand. Et le dresseur a enlevé les laisses. Et quand les chiens vous ont vu, ils sont partis à toute vitesse. Non, c'est pas de la manière que ça s'est passé. Ça. La première fois, c'était à Dallas. C'était un berger allemand. Enfin, le gars le maître du berger allemand, il nous avait laissé en avant de la maison. Puis lui était parqué son char en arrière. Puis il est rentré par la porte en arrière, il est venu nous ouvrir la porte. Et le chien, quand il m'a vu à la porte, c'est vrai, il s'est sauvé. Ah oui, il a eu peur. C'était pas croyable. Même quand j'y retourne maintenant, dès qu'il me revoit. La deuxième fois, ça passait à Los Angeles. J'ai un ami qui a un restaurant français là-bas. Un jour, il m'a invité chez lui dans sa maison, puis il avait un Doberman bleu. C'est supposé il est plus violent. Ouais. Là, il m'arrête devant la maison, il dit, reste dans la voiture, il dit, je vais ouvrir la porte, puis dès que mon chien va te voir, après ça va être correct. J'ai dit, ok. Mais dès que son chien, il m'a vu, il s'est sauvé en arrière de la maison, puis on l'a pas revu pendant la journée. Il reste très très peu de temps. Bon, vous allez aller lutter ce soir, comme vous le faites donc presque tous les soirs, même souvent 9 fois par semaine. Après votre carrière de lutteur, qu'est-ce que vous aimeriez faire? J'ai jamais pensé à ça. Du cinéma? Vous en avez fait un petit peu, vous me l'avez dit. J'en fais toujours. Ouais. Je fais du cinéma en Europe, puis aux États-Unis, je fais beaucoup d'émissions de télévision, même ici au Canada, avec Gilles Latulippe. Oui. Gilles, ah oui. Alors, ça vous plaît bien? Vous pouvez faire ça, finalement, quand vous serez plus lutteur. Peut-être. Faire la cuisine? Je sais que vous aimez bien faire la cuisine. Non, moi, je cuisine pas. Ouais. Vous aimez bien manger, en tout cas. Oui, j'aime bien manger. J'ai un restaurant, mais je cuisine pas. Vous cuisinez pas? Non. Bon, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir passé cette demi-heure avec nous, Jean-Ferrand. C'est vraiment plaisir. Et on vous verra un de ces jours. Et puis, bonne chance. Mais je ne sais pas si on peut vous souhaiter bonne chance, parce que vous gagnez tout le temps. Hein? Vous souhaitez bonne chance à mes adversaires. Pas d'accident, en tout cas, et bonne chance à vous. J'espère. C'est la seule chose que j'espère pour avoir l'accident. Merci beaucoup. Mon invité était Jean Ferré, lutteur. Bonsoir, à demain pour une autre émission dans cette série. Au revoir.